8 000 soldats quittent leur poste militaire alors que la crise alimentaire s'intensifie, une contradiction qui frappe immédiatement par son ampleur numérique. Ce redéploiement massif, ordonné par Ibrahim Traoré, transforme en quelques semaines une force censée protéger le territoire en bras agricoles, créant un paradoxe stratégique où la défense semble céder momentanément la place à la production pour éviter l'effondrement national. Comment comprendre une telle bascule alors que les risques géopolitiques du Sahel demeurent omniprésents et que les attentes de la population n'ont jamais été aussi fortes? Cette tension initiale redéfinit tout le récit. Le projet agricole militaire s'annonce comme une réponse décisive à une pénurie qui menace l'équilibre interne du Burkina Faso, mais il repose sur un pari où chaque erreur pourrait fragiliser encore davantage un pays déjà sous pression. L'enjeu central, porté par une réorganisation rapide des forces armées, réside dans la capacité à convertir un dispositif pensé pour la sécurité nationale en un instrument de production capable d'amortir les pénuries récurrentes et de stabiliser les communautés rurales, un bénéfice essentiel pour préserver la cohésion du territoire. Si ce basculement fonctionne, il pourrait limiter la dépendance à l'aide extérieure et renforcer la souveraineté alimentaire, mais la moindre défaillance logistique, climatique ou organisationnelle risquerait de perturber ce fragile équilibre et d'alimenter les tensions sociales. La portée du projet s'étend bien au-delà des récoltes immédiates, car il redéfinit la place de l'armée dans la société et crée une convergence inédite entre impératifs sécuritaires et objectifs économiques, une articulation dont la réussite conditionnera la stabilité du pays dans les mois à venir. Face à ces défis entremêlés, les prochaines étapes détermineront si l'audace stratégique peut vraiment devenir une trajectoire durable. En 3 mois seulement, plus de 100 000 hectares ont été sécurisés et mis en culture, un chiffre qui révèle l'ampleur du basculement engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Cette progression fulgurante constitue la première preuve concrète qu'un dispositif militaire peut, dans un contexte de crise, être reconfiguré pour soutenir directement la production alimentaire, tout en préservant une partie de ses attributions initiales. Ce redéploiement de 8 000 soldats n'est donc pas un simple mouvement de ressources. Il marque une tentative de reconquête de la souveraineté alimentaire dans un pays longtemps dépendant des aides extérieures et régulièrement frappé par les pénuries. Les premiers terrains défrichés, l'extension des zones irriguées et la création accélérée de coopératives agricoles dessinent une stratégie où la logistique militaire devient un levier productif capable de transformer des zones rurales en pôles de résilience. Le contexte géopolitique du Sahel ajoute une tension supplémentaire. Chaque avancée agricole doit coexister avec la nécessité de maintenir un minimum de capacité défensive face aux pressions régionales. C'est cette dualité, particulièrement visible au Burkina Faso, qui donne au projet une portée inédite. Il s'agit d'établir un équilibre entre sécurité et production sans affaiblir l'une ou l'autre. Dans de nombreux villages, la présence des soldats dans les champs crée une dynamique nouvelle où les civils, longtemps méfiants, la Sandwich, perçoivent désormais ces militaires comme des acteurs de stabilisation plutôt que comme de simples agents de coercition. Cette évolution rapide repose également sur un changement de perception interne. Les forces armées découvrent un rôle qui dépasse la défense territoriale, tandis que les communautés rurales, confrontées à l'urgence alimentaire, accueillent ces initiatives comme une chance de reconstruire un tissu économique affaibli par des années de chocs successifs. En arrière-plan, la pression reste forte. La réussite initiale doit encore prouver sa solidité dans un environnement où les aléas climatiques, la fragilité institutionnelle et les tensions régionales peuvent en modifier brutalement les équilibres. Ainsi, derrière les chiffres encourageants se cache une question déterminante. Cette dynamique peut-elle se maintenir lorsque les premiers effets d'entraînement devront être consolidés dans la durée?
Le sergent Mousseau s'impose comme l'un des premiers repères humains d'une opération qui bouleverse le rôle traditionnel de l'armée, car son passage des patrouilles aux coopératives agricoles illustre la transition concrète entre logique sécuritaire et production vivrière. Sous sa supervision, les équipes défrichent, organisent l'irrigation et structurent les premières filières locales, créant une dynamique où chaque geste technique, du semis aux premières récoltes, devient une preuve tangible que la mobilisation militaire peut soutenir la reconstruction économique d'espaces ruraux fragilisés. Dans plusieurs villages, cette présence opérationnelle mais non coercitive ouvre un espace de confiance inédit. Les habitants, d'abord hésitants, voient dans ce partenariat improvisé une chance d'améliorer leur sécurité alimentaire immédiate tout en consolidant leurs propres pratiques agricoles, un double bénéfice qui accélère l'adhésion au projet. Ces effets précoces, qui combinent proximité humaine, organisation logistique et montée en compétences accélérées, montrent comment un personnage guide comme Mousseau cristallise l'ambition plus large de l'initiative, en donnant un visage à une stratégie souvent perçue comme abstraite lorsqu'elle reste cantonnée aux décisions centrales. À ce stade, la question essentielle émerge avec clarté: la solidité de ces liens civilo-militaires sera-t-elle suffisante pour soutenir l'effort lorsque les contraintes climatiques et logistiques deviendront plus lourdes? Comme une transition naturelle, tout commence lorsque l'ordre tombe. Redéployer 8000 soldats vers les zones rurales. L'armée se réorganise. Les unités se dispersent. Les villages voient arriver des colonnes de camions chargés d'outils et de matériel d'irrigation. Le basculement est immédiat. Les premiers hectares sont défrichés. Les tranchées d'irrigation se tracent. L'initiative, voulue par Ibrahim Traoré, rompt avec la logique militaire classique. Le pays entre dans une phase d'expérimentation accélérée. Dans les jours suivants, les opérations s'étendent. Les équipes se répartissent les tâches: labourer, préparer les sols, sécuriser les périmètres, organiser les coopératives. Les civils observent. Certains hésitent, d'autres s'approchent pour comprendre. La mécanique s'installe. Les premiers semis commencent, parfois sous la supervision de soldats qui découvrent des outils inconnus quelques semaines plus tôt. Cette transition rapide surprend, mais elle avance, portée par la nécessité vitale de renforcer la production alimentaire. Comme une transition naturelle, les premières semaines marquent un tournant. Les hectares mis en culture augmentent, les systèmes d'irrigation prennent forme. Les coopératives se structurent, la production progresse. Dans les zones touchées par les pénuries, les habitants constatent les changements. L'armée, autrefois simple garante de sécurité, devient moteur de régénération et acteur économique. Le réseau logistique militaire accélère les livraisons de carburant, d'eau, de semences. Les tensions initiales s'atténuent. Les soldats travaillent aux côtés des villageois. Les tâches se synchronisent. Les journées sont longues. Les récoltes potentielles se dessinent. Les premiers résultats visibles: terre prête, infrastructures établies, équipes opérationnelles, forment le cœur du moment d'intensité maximale. Le modèle surprend. Les observateurs régionaux suivent la situation. Le Sahel voit émerger un exemple inhabituel. Un pays en crise qui tente de réinventer son rapport entre défense, agriculture et souveraineté. Cette dynamique est renforcée par un effet inattendu: la confiance. Les civils, longtemps distants, voient les soldats non comme une force imposée, mais comme des partenaires. Les coopératives mixtes se créent. Les premières récoltes test donnent des signes encourageants. Les équipes deviennent plus efficaces. Les routines se stabilisent. La transformation dépasse l'objectif alimentaire. Elle touche à la cohésion sociale. Comme une transition naturelle, lorsque les premiers résultats se diffusent dans le pays, la perception change.
Les rapports intrants évoquent une montée de production. Les villages constatent une organisation plus stable. Les régions voisines s'interrogent. La population ressent un léger apaisement. Les marchés réagissent. Les prix locaux cessent d'augmenter. L'initiative produit ses premiers effets stabilisateurs. Mais les limites apparaissent aussi. Les ressources sont sollicitées. Les capacités logistiques atteignent parfois leur maximum. La question du maintien à long terme se pose. Les tensions géopolitiques du Sahel ne disparaissent pas. Le besoin d'une défense opérationnelle demeure. La charge pesant sur l'armée augmente. Les risques climatiques menacent certaines zones. Ce mouvement, mêlant avancées rapides et contraintes persistantes, laisse entrevoir un futur ouvert. Consolidation ou fragilisation. La trajectoire dépendra de la capacité du pays à équilibrer production et sécurité, soutien civil et responsabilité militaire, innovation logistique et réalité du terrain, et, surtout, de sa faculté à maintenir l'élan lancé dans ses premières semaines décisives. La situation de départ est claire. La production alimentaire nationale, longtemps insuffisante, dépendait largement de l'aide extérieure avant l'initiative agricole militaire, et le basculement rapide du dispositif a créé une variation mesurable qui nourrit désormais l'évaluation du projet. Cette transition, fondée sur l'usage massif de ressources militaires, permet d'observer une progression qui révèle la capacité du pays à réagir face à une pénurie prolongée. Le premier indicateur repose sur l'extension des surfaces cultivées, qui a dépassé les 100 000 hectares en quelques mois, un seuil inédit pour un pays dont les capacités agricoles avaient été affaiblies par la sécheresse et l'instabilité. Cette expansion rapide témoigne d'une mobilisation logistique capable d'accélérer la mise en culture de zones jusque-là sous-exploitées, montrant comment un effort coordonné peut compenser des infrastructures rurales fragiles. Cette donnée illustre surtout la possibilité d'amplifier la production sans dépendre uniquement des circuits agricoles traditionnels. Le second chiffre clé concerne l'évolution des volumes produits, marquée par une hausse de 23% de la production alimentaire nationale, une progression rare dans un contexte de crise où les récoltes stagnent souvent pendant plusieurs années consécutives. Cette augmentation reflète l'impact direct du redéploiement de la main-d'œuvre militaire vers les activités agricoles, un transfert qui transforme des compétences organisationnelles en gains tangibles pour la sécurité alimentaire. Cette hausse souligne également l'effet combiné de l'irrigation, de la sécurisation des champs et de la gestion centralisée du travail. Un troisième élément quantifiable se concentre sur la réaffectation des ressources opérationnelles, notamment les 18% de carburant militaire redirigés vers les systèmes d'irrigation et les engins agricoles, une décision qui modifie la hiérarchie d'utilisation des stocks dans un environnement géopolitique instable. Cette redistribution révèle l'adaptabilité d'un appareil militaire capable de modifier ses priorités pour répondre à une crise interne urgente. Ce déplacement de ressources a permis de réduire les délais d'aménagement et de maximiser l'efficacité des opérations agricoles. Au-delà des chiffres, les coopératives mixtes créées dans les villages jouent un rôle structurant dans la consolidation du projet. Leur fonctionnement repose sur un partenariat où les soldats organisent, les civils cultivent et les deux parties stabilisent la production en ajustant les responsabilités selon les besoins du terrain. Cette organisation réduit les ruptures logistiques, améliore le stockage local et renforce la capacité collective à absorber les variations climatiques. Le modèle civilo-militaire contribue également à une montée en compétences accélérée. Les équipes apprennent à gérer des techniques d'irrigation, à organiser les rotations de cultures et à surveiller l'évolution des sols, des tâches autrefois limitées aux agriculteurs expérimentés.
Cette hybridation des compétences renforce la durabilité du projet en diffusant des pratiques reproductibles dans un environnement où la formation agricole restait limitée. La principale interrogation porte désormais sur la possibilité de maintenir ces niveaux d'efficacité dans la durée. Les chiffres indiquent un potentiel significatif, mais les contraintes restent nombreuses. Variations climatiques, pression logistique, tensions régionales et équilibre entre missions militaires et agricoles. La continuité du modèle dépendra donc de la capacité institutionnelle à préserver cet élan tout en renforçant progressivement l'autonomie des structures civiles. Le premier argument avancé par les partisans du modèle agricole militaire insiste sur son efficacité immédiate. Dans un pays confronté à des pénuries chroniques, l'engagement direct de milliers de soldats dans les champs a permis de sécuriser rapidement plus de 100 000 hectares, de stabiliser plusieurs zones rurales et d'augmenter la production alimentaire de 23% en quelques mois. Selon cette perspective, seule une force disposant d'une logistique robuste, d'une capacité de déploiement rapide et d'un maillage territorial étendu pouvait mettre en œuvre une transformation d'une telle ampleur dans un délai aussi court. Les défenseurs du projet soulignent également que la coopération entre civils et militaires a contribué à réduire les tensions locales, renforçant la cohésion sociale à un moment où les fractures internes menaçaient de s'aggraver. À l'opposé, les critiques mettent en avant les risques structurels d'une militarisation trop profonde du secteur agricole. Ils redoutent que le transfert de ressources, notamment le carburant, les équipements et une partie de la main-d'œuvre formée à la défense, affaiblissent la capacité du pays à répondre à des menaces sécuritaires encore présentes dans le Sahel. Ils estiment également que la centralisation du projet entre les mains de l'armée pourrait limiter le développement d'un écosystème agricole civil solide, indispensable pour une souveraineté alimentaire durable. Selon eux, la dépendance excessive envers les structures militaires pourrait fragiliser le pays si une crise politique, climatique ou régionale obligeait l'armée à réorienter ses priorités vers la défense. La réponse aux deux positions réside dans les données observées durant les premiers mois de l'initiative. Les résultats montrent un effet double. D'un côté, l'armée a effectivement permis une montée en puissance rapide des capacités agricoles. De l'autre, le fonctionnement des coopératives mixtes prouve que l'intégration progressive des civils peut réduire les risques de dépendance à long terme. Le modèle semble donc viable tant qu'il reste évolutif, c'est-à-dire tant que la transition d'une structure centralisée vers un réseau civilo-militaire équilibré continue d'être consolidée. Comme une transition naturelle, la dynamique engagée depuis les premières semaines atteint un point de bascule où les résultats visibles ne suffisent plus. Ce qui importe désormais, c'est la manière dont l'appareil militaire et les structures civiles commencent à se transformer mutuellement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'armée, longtemps séparée des circuits productifs, adopte des pratiques de gestion agricole qui redéfinissent son rôle dans l'organisation nationale. Les coopératives, quant à elles, apprennent à fonctionner avec une discipline logistique inspirée du domaine militaire, un changement qui modifie la façon dont elles abordent la planification des cultures et la gestion des ressources. Cette mutation silencieuse marque le vrai milieu du récit. Ce n'est plus seulement une opération massive de mise en culture, mais une hybridation progressive qui façonne de nouvelles normes, de nouvelles attentes et un nouvel équilibre des responsabilités. Les villages touchés constatent que la présence militaire ne se limite plus à l'assistance technique, mais devient un élément de structuration collective, capable d'accélérer l'organisation du travail et de sécuriser les processus. À partir de ce moment, une question domine. Cette fusion partielle des rôles pourra-t-elle résister aux pressions futures sans perdre son efficacité
ni son acceptabilité sociale. Les effets concrets de l'initiative portée par Ibrahim Traoré se lisent désormais dans les transformations observées au sein de quatre sphères essentielles: la nutrition nationale, la dynamique économique locale, la cohésion sociale et l'équilibre régional. Chacune révèle une facette différente d'un projet qui dépasse largement l'objectif initial d'augmenter la production alimentaire. Comme une transition naturelle, dans plusieurs régions, la disponibilité accrue des denrées de base commence à réduire la pression sur les ménages les plus vulnérables. Les récoltes issues des nouvelles coopératives contribuent à stabiliser l'offre locale, ce qui permet d'atténuer les flambées de prix observées durant les périodes de pénurie. Les villages autrefois dépendant des distributions d'urgence voient apparaître des stocks mieux gérés, ce qui renforce leur capacité à absorber les chocs saisonniers. Cette sécurisation progressive ne résout pas toutes les difficultés, mais elle introduit un amortisseur alimentaire qui n'existait pas auparavant. Comme une transition naturelle, les activités créées autour des nouveaux hectares cultivés génèrent des revenus supplémentaires pour les communautés impliquées, grâce à la mise en place de circuits courts entre producteurs, coopératives et petits commerçants. Les coopératives agricoles mixtes deviennent des pôles d'activité où se croisent formation, organisation et distribution. Les marchés locaux, mieux approvisionnés, retrouvent un rythme plus stable, ce qui encourage des investissements modestes mais réguliers dans les outils de transformation primaire. Cette dynamique bénéficie aussi aux infrastructures logistiques, car l'extension des réseaux de transport permet de réduire les pertes post-récolte et d'augmenter la circulation de biens essentiels. Comme une transition naturelle, la présence quotidienne de soldats dans les champs change profondément la perception que les civils ont de l'armée. Là où régnait autrefois une distance marquée, s'installe progressivement une forme de coopération qui redéfinit les rapports entre institutions et population. Les moments de travail partagés favorisent l'échange de compétences, mais aussi la construction d'une confiance qu'aucune réforme administrative n'aurait pu imposer. Cette évolution contribue à réduire certaines tensions internes, notamment dans les zones où la méfiance envers l'État était la plus forte. La collaboration, bien qu'encore fragile, ouvre une voie nouvelle vers une forme de stabilité sociale ancrée dans l'expérience quotidienne. Comme une transition naturelle, sur le plan régional, l'initiative attire l'attention de plusieurs pays du Sahel confrontés à des difficultés similaires. Les observateurs notent que l'approche burkinabé, en combinant outils militaires et besoins agricoles, propose un modèle hybride qui contraste avec les stratégies classiques d'aide internationale. Les voisins évaluent la possibilité d'adapter certains aspects de cette méthode, même si leur contexte interne diffère. Cette visibilité accrue peut renforcer la position diplomatique du Burkina Faso, mais elle augmente également les attentes et les pressions, car tout revers pourrait remettre en question la viabilité du modèle et son rôle de référence. À travers ces quatre champs d'impact, l'initiative révèle une transformation qui ne se limite pas à la production alimentaire. Elle recompose les liens sociaux, réactive l'économie locale et repositionne le pays dans une région en quête de stabilité. Reste à savoir si ces bénéfices parviendront à se maintenir lorsque les premières dynamiques devront affronter les contraintes structurelles à long terme. Le prochain cycle agricole ouvre une période décisive où les trajectoires possibles se dessinent avec plus de netteté, chacune reposant sur un ensemble de conditions déjà perceptibles dans les premiers résultats du projet. La manière dont l'armée et les structures civiles ajusteront leur coopération déterminera en grande partie la direction que prendra le pays, car l'équilibre entre sécurité, production et résilience reste instable et requiert une coordination continue.
Comme une transition naturelle, dans cette projection, la dynamique actuelle se poursuit sans accélération notable. Les coopératives consolident leurs méthodes, les réseaux logistiques se stabilisent et les récoltes progressent avec une régularité modérée. Les villages maintiennent leur engagement, mais les limites structurelles, disponibilité du matériel, contraintes climatiques, capacité d'encadrement, ralentissent les gains. L'armée continue d'appuyer les activités agricoles tout en rééquilibrant progressivement ses priorités de sécurité. Cette trajectoire assure une relative stabilité, mais elle pourrait atteindre un plateau si des réformes organisationnelles plus profondes ne sont pas engagées. Comme une transition naturelle, dans ce cas, l'intégration entre coopératives et unités militaires devient plus fluide, favorisant une montée en compétences rapides et une extension maîtrisée des zones cultivées. Les mécanismes de coordination, mieux rodés, renforcent la fiabilité des opérations et réduisent les pertes causées par les aléas locaux. Les villages développent des activités périphériques liées au stockage, à la transformation et à la circulation des produits, ce qui crée un tissu économique plus dense. Les institutions civiles gagnent du poids dans l'organisation agricole, ouvrant la voie à un modèle où la participation communautaire devient une force stabilisatrice. Cette amélioration qualitative favorise une diversification prudente des cultures et une meilleure résilience face aux variations climatiques. Comme une transition naturelle, dans cette hypothèse, plusieurs facteurs se combinent pour freiner la progression. Les tensions sécuritaires régionales pourraient augmenter, obligeant les unités engagées dans l'agriculture à être redéployées vers d'autres missions. Les coopératives, privées d'un soutien logistique essentiel, perdraient en efficacité, provoquant un ralentissement des cultures et une fragilité accrue face aux aléas météorologiques. La coordination civilo-militaire se compliquerait, fragmentant l'élan initial et rendant plus difficile la stabilisation des récoltes. Les villages les plus isolés seraient particulièrement exposés à ces difficultés, ce qui amplifierait les disparités internes. Dans l'ensemble, ces trois trajectoires montrent que la réussite du prochain semestre dépendra de la capacité à préserver l'équilibre entre organisation militaire, participation civile et gestion des contraintes extérieures. Plus la coopération restera adaptable, plus les mâles prochains cycles agricoles ouvrent une période décisive où les trajectoires possibles se dessinent avec plus de netteté, chacune reposant sur un ensemble de conditions déjà perceptibles dans les premiers résultats du projet. La manière dont l'armée et les structures civiles ajusteront leur coopération déterminera en grande partie la direction que prendra le pays, car l'équilibre entre sécurité, production et résilience reste instable et requiert une coordination continue. Pour une partie de la population, l'initiative agricole militaire représente avant tout un soulagement concret. Les ménages les plus exposés aux pénuries constatent une meilleure disponibilité des denrées, ce qui réduit l'incertitude quotidienne liée aux achats essentiels. Les familles vivant dans les zones rurales, longtemps dépendantes des distributions irrégulières, perçoivent désormais une forme de stabilité nouvelle qui influence directement leur sécurité alimentaire. Ce changement ne résout pas toutes les difficultés, mais il réduit la pression immédiate et crée un espace où les foyers peuvent envisager des solutions plus durables. D'autres groupes ressentent l'impact à travers la transformation des dynamiques locales. Les petits commerçants, les coopératives villageoises et les acteurs de la distribution voient apparaître des opportunités de revenus qui n'existaient pas avant la mise en culture de vastes parcelles. Les activités liées au stockage, au transport et à la transformation primaire stimulent un tissu économique jusque-là limité par la rareté des produits. Ces évolutions contribuent à consolider des circuits de proximité qui renforcent l'autonomie des communautés.
et réduisent les fluctuations les plus brusques des marchés locaux. Un troisième ensemble de citoyens réagit surtout à la dimension sociale et symbolique du projet. La présence régulière des soldats dans les champs modifie la relation entre institutions et population, car le travail partagé crée des liens qui apaisent les tensions héritées de périodes d'instabilité. Les échanges quotidiens autour des cultures et des tâches communes instaure une proximité que les dispositifs administratifs avaient du mal à produire. Cette lente reconstruction de la confiance nourrit un sentiment d'appartenance plus fort, fondé sur l'idée que la sécurité alimentaire peut devenir un projet collectif plutôt qu'une simple réponse à l'urgence. À travers ces trois angles, l'initiative dépasse son objectif immédiat pour toucher directement la vie quotidienne, la cohésion locale et les représentations sociales du rôle de l'État. La continuité du modèle imaginé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré dépend désormais d'une feuille de route capable de consolider les premiers acquis tout en préparant une transition progressive vers une gouvernance plus largement civile. Cette trajectoire doit s'appuyer sur des étapes précises, mesurables et compatibles avec les ressources réelles du pays afin d'éviter que l'élan initial ne s'essouffle au fil des prochains cycles agricoles. Étape 1. Stabiliser les coopératives existantes. Cette phase consiste à renforcer la coordination locale, clarifier les rôles entre soldats et agriculteurs et définir des mécanismes simples pour gérer le stockage, l'irrigation et la distribution. Une gouvernance transparente constitue l'axe central, car elle conditionne la confiance des villages et la durabilité de l'organisation quotidienne. Étape 2. Améliorer les infrastructures agricoles. La priorité porte sur l'entretien des systèmes d'irrigation, la réparation des équipements et l'optimisation des sols. L'introduction de techniques de gestion adaptées aux conditions climatiques renforce la capacité du pays à stabiliser les rendements sans dépendre d'outils extérieurs. Étape 3. Diversifier les productions. L'objectif est d'étendre progressivement la palette de cultures afin de réduire la vulnérabilité aux variations saisonnières. Cette diversification permet aux coopératives d'équilibrer leurs revenus et d'éviter les risques liés à la monoculture. Étape 4. Renforcer les partenariats internes et externes. Les alliances locales avec les banques, les organisations communautaires ou les groupes de commerçants assurent un financement plus stable. L'ouverture à des collaborations internationales peut également offrir un soutien technique utile à condition qu'il ne compromette pas l'autonomie acquise. Étape 5. Former une nouvelle génération civilo-agricole. La montée en compétences constitue la clé de la transition. La transmission de savoir-faire entre soldats et civils permettra à terme de transférer la gestion aux communautés tout en préservant l'efficacité du modèle. En combinant ces 5 axes, la stratégie vise à transformer une initiative d'urgence en cadre durable, capable de soutenir la souveraineté alimentaire sur plusieurs cycles agricoles. Lorsque le sergent Mousseau traverse à nouveau les parcelles qu'il a contribué à organiser, son geste rappelle la portée humaine d'un projet souvent décrit en chiffres, mais enraciné dans des expériences quotidiennes faites de travail partagé et de confiance reconstruite. Sous la vision d'Ibrahim Traoré, ces scènes ordinaires prennent une dimension nouvelle. Elles montrent comment une initiative née dans l'urgence peut se transformer en moteur de cohésion, reliant des communautés longtemps exposées aux fractures internes. Les champs où soldats et villageois ont travaillé côte à côte deviennent des repères symboliques, car ils témoignent d'une volonté collective de surmonter les contraintes et d'imaginer un avenir plus stable. Dans ce paysage marqué par l'effort répété, la figure de Mousseau incarne la transition entre deux mondes, celui de la danse et celui de la production,
celui de la surveillance et celui de la coopération. Son rôle, modeste mais décisif, sert de lien émotionnel entre la stratégie nationale et la réalité des vies locales, rappelant que l'efficacité d'un modèle dépend autant des décisions centrales que des gestes accomplis chaque jour sur le terrain. L'espérance naît dans les gestes partagés. Ce fil discret relie l'ensemble du projet, et c'est peut-être là que réside sa promesse la plus durable.